Et vont nous rejoindre maintenant Emmanuel Yest, Philippe Alpi, Jean-Baptiste Butlen et Nadège Chambon. Rejoignez la scène, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, pour une table ronde, en vérité, qui va surtout nous servir à planter le décor. Bonjour, Monsieur le Président. À mettre au clair les lignes des différents acteurs, lignes politiques, la volonté de l'État est de limiter l'artificialisation des sols. Cette volonté n'est pas nouvelle, elle figure dans la loi depuis les années 70 et le mouvement, ça a été dit ce matin, se poursuit. Pourtant, quelle est la position de l'actuel gouvernement face à cette situation? L'objectif zéro artificialisation nette est-il pertinent et tenable? Et puis, quelle est la position des principaux acteurs du développement économique des territoires à cet égard? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Emmanuel Yest, ici même, qui est agriculteur dans l'Eure. Il est également maire adjoint de Gisors en charge de l'urbanisme, président de la SAFER de Normandie et président de la Fédération nationale des SAFER. Philippe Alpi, à côté de lui, maire de Frasnes, c'est dans le Doubs, vice-président du conseil départemental du Doubs, président de l'EPFL Doubs-Bourgogne-Franche-Comté et vice-président de l'Association nationale des EPFL, agriculteurs de profession également. Le représentant du ministère, c'est Jean-Baptiste Butlen, il est sous-directeur de l'aménagement durable à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, une direction qui dépend à la fois du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et enfin, Nadège Chambon, la directrice du pôle aménagement du territoire, urbanisme et études économiques de la CCI de l'Oise. Vous étiez précédemment, madame, chargée de mission dynamique foncière et territoire à CCI France. Et on va commencer avec vous, puisque vous me disiez que pour clarifier le débat, il fallait d'abord clarifier la définition de l'artificialisation. Quelle est cette définition? Et au-delà, quel est l'intérêt de ce débat sémantique, pour le coup? Bonjour, merci à l'EPFLO de cette invitation. Oui, alors si on rentre tout de suite dans les questions de définition, je crois qu'il est important de préciser qu'aujourd'hui, ce qu'on considère comme artificialisé dans les documents d'urbanisme, ce sont également des zones qui ne le sont pas encore, qui sont à urbaniser. Et en fait, la précision est importante parce que lorsqu'on fait le bilan des SCOT par exemple, et même parfois dans une moindre mesure des PLU, on constate que les enveloppes en foncier économique sont parfois très très loin d'être consommées par rapport aux ambitions qui étaient celles du début du SCOT. Donc je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et après, grâce maintenant à l'analyse... Ça veut dire que les documents d'urbanisme encouragent à la surproduction, c'est ce que vous dites? Non, c'est simplement que quand on parle au niveau général, en termes d'artificialisation, on se focalise parfois sur des chiffres qui ne sont pas les chiffres réels de l'artificialisation. Donc la présentation que vous avez faite, Madame Poupineau, est très utile à ce sujet parce que grâce aux fichiers fonciers, on peut avoir une véritable lecture de ce qui se passe. Et d'ailleurs, très intéressant d'avoir la conclusion finale qui était de dire on a ralenti la consommation par rapport au passé parce que finalement on se rend compte quand on regarde la réalité qu'on artificialise moins aujourd'hui. Et d'ailleurs, une précision, donc si on regarde 2016-2017, on se rend compte qu'on artificialise, autrefois on parlait d'un département qu'on consommait un département tous les 10 ans, et en fait on artificialise aujourd'hui, au rythme actuel, un département tous les 14 ans. Donc vous confirmez ce ralentissement de la croissance, mais enfin ça reste quand même une croissance de l'artificialisation. Et l'objectif du gouvernement n'est pas celui-là, c'est un objectif qui est, je me permets de le qualifier d'assez radical, en tout cas très ambitieux, zéro artificialisation nette. Question pour Jean-Baptiste Butlen. Pourquoi d'abord un objectif aussi ambitieux? Et puis, quelles mesures concrètes pour les atteindre? Est-ce véritablement possible ou est-ce simplement un but vers lequel il faut tendre? Eh bien, tout d'abord, merci d'avoir convié les représentants de l'État à s'exprimer sur ce sujet.
Bon, comme ça a été rappelé, la réalité de l'artificialisation ne fait pas de débat. Bon, il peut y avoir des débats sur les chiffres, mais de fait, l'artificialisation ces 10 dernières années est réelle. On peut parler de la tendance, mais en tout cas, en moyenne, c'est à peu près 5 terrains de foot par heure qui s'artificialisent. Donc ça donne quand même l'idée de ce phénomène, si je puis dire. Pourquoi est-ce que le gouvernement s'est saisi de cette question? C'est que l'impact de l'artificialisation est également réel et avéré, qu'il s'agisse d'érosion de la biodiversité, qu'il s'agisse de résilience climatique quand on pense que les sols servent à la fois au stockage carbone, à la fois à des zones d'expansion de crues, par exemple. Et puis, nos collègues et amis du monde rural le rappellent, il y a aussi une importance réelle en matière de préservation des sols agricoles, de leur fertilité agronomique notamment. Voilà, donc toutes ces questions évidemment interpellent les pouvoirs publics et ils nous interpellent d'autant plus que ça interroge finalement plus globalement l'aménagement du territoire finalement. Derrière le foncier se cache finalement tout le marché de l'aménagement du territoire. Le foncier en tant que tel peut représenter en zone dense plus de 50% du coût de l'aménagement, en zone moins dense de l'ordre de 15 à 30%. Donc on voit bien que c'est un déterminant essentiel de l'économie de l'aménagement sur notre pays. Il y a aussi une question finalement d'équilibrage territorial, de maillage entre l'ensemble des territoires, des collectivités. Ça a d'ailleurs été bien illustré quand on parlait avec l'intervenante précédente de la compétition entre les collectivités. C'est un vrai sujet. Et puis ça renvoie aussi à des questions de choix individuels qui ont été clairement mis en lumière lors du grand débat avec des concitoyens qui ont l'impression finalement d'être pris en otage par des modèles de développement dont ils n'arrivent finalement pas pour des questions économiques ou de cadre de vie à se détacher. Voilà, donc pour toutes ces questions-là, je pense que le gouvernement a souhaité mettre la question sur la table à travers un objectif qui certes est ambitieux, zéro artificialisation nette, donc tout est, je pense, dans le net et dans la trajectoire. Cet objectif est fixé d'abord dans le plan de biodiversité avec un prisme très écologique si je puis dire, mais le président de la République a souhaité l'élargir plus globalement dans le cadre du Conseil de défense écologique de mois de mai dernier. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé à 3 de ses ministres, à la fois Madame Wargon sous l'égide de Madame Borne, mais également Monsieur de Normandie sous l'égide de Madame Gourault et Monsieur Guillaume pour l'agriculture. Donc écologie, agriculture et territoire collectivité ont monté un groupe de travail partenarial parce que c'est un sujet trop compliqué pour qu'il soit géré uniquement depuis Paris par des services de l'État. Donc on a un groupe de travail d'une 50aine de personnes qui s'est déjà réuni 2 fois et qui doit rendre ses conclusions pour la fin de l'année. Voilà, je pourrais... Alors ça, c'est sur l'opportunité, enjeux environnementaux, à travers un aménagement du territoire plus respectueux, ou en tout cas qui limite les dommages collatéraux du développement. La méthode, vous venez de la décrire. Il y a quand même, malgré le fait que ce soit un groupe de travail qui réfléchissent aux mesures qu'il conviendrait de prendre, le ministère a sans doute identifié quelques leviers sur lesquels on peut agir. Alors, tout à fait. Bon, il y a d'ores et déjà des premières mesures qui ont été prises, et puis on s'inscrit quand même dans une continuité d'une politique qui ne date pas d'hier. La politique foncière en France est une politique ancienne. Il suffit de relire Pisani pour l'avoir en tête. Voilà. Il y a déjà des premières mesures sous cette mandature qui, en tout cas, ont été prises en faveur d'une plus grande sobriété foncière. Ça a été rappelé. Il y a eu des débats dans le cadre de la loi Elan, notamment sur une meilleure prise en compte de la sobriété foncière dans les documents d'urbanisme. Alors, faut-il aller plus loin? C'est une des questions. Il y a eu des outils pour revitaliser le territoire à travers ce qu'on appelle les ORT ou des avantages fiscaux, notamment le Dôme de Normandie dans l'ancien. Il y a eu aussi des initiatives de démembrement entre le foncier et le bâti pour lutter contre la spéculation foncière. On parle des OFS en particulier. Bon, il y a eu un rappel finalement de l'enjeu auprès de l'ensemble des préfets par une circulaire envoyée cet été, notamment dans le cadre des contrôles de légalité. Et puis en juillet, avec un fort appui notamment de l'IGN et du CEREMA, a été mis en place un observatoire de l'artificialisation au niveau national qui permet d'un point de vue cartographique au moins de valoriser toutes les données foncières disponibles. Maintenant, effectivement, il reste beaucoup de mesures à expertiser qui ont été en partie évoquées par certains des intervenants précédents, qu'il s'agisse soit d'améliorer le recyclage foncier,
qu'il s'agisse de lutter contre l'étalement urbain ou qu'il s'agisse de promouvoir une ville dense et désirable. Donc on pourra revenir en fait sur tous les leviers dont on dispose, hein, qui sont des leviers soit de fiscalité, soit de droit des sols et de réglementation, soit d'ingénierie des territoires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne les collectivités qui en ont besoin d'une ingénierie locale pour les accompagner, si je puis dire, dans la planification et le recyclage de la ville sur la ville. Il y a aussi, je pense, à retravailler le concept d'éviter, réduire, compenser, qui est très adapté pour la biodiversité aujourd'hui, mais qui est peut-être un peu défaillant en matière de foncier. Et puis, il y a des questions d'observation et enfin de pédagogie, parce qu'on voit bien qu'on change de modèle et que voilà, on a des concitoyens qui expriment un souhait pour le pavillon aujourd'hui, quand bien même ils ont 2 heures de trajet aller-retour. Voilà, il faut peut-être réinterroger ces choix individuels. Et évidemment, ça prend du temps et la trajectoire en cela doit être questionnée. Alors justement, Nadège Chambon, c'est un des points sur lequel vous souhaitiez insister, c'est le fait que ici, nous parlons des activités économiques, mais vous rappelez quand même que c'est d'abord le logement qui consomme de l'espace. Oui, oui d'ailleurs, j'avais une diapo à ce sujet. C'est d'abord le logement qui consomme de l'espace. Je pense que c'est nécessaire. Bon, là, aujourd'hui, on se focalise sur le foncier économique, mais il est nécessaire quand même d'avoir à l'esprit que les premiers utilisateurs d'espace sont les citoyens via les demandes d'habitat individuel en particulier. Je voulais aussi vous poser une question, peut-être. Est-ce que vous savez, peut-être juste parmi nos orateurs déjà, est-ce que vous savez quelle est l'activité qui consomme le plus, qui artificialise le plus aujourd'hui ? Vous diriez le type d'activité économique. Non, ne rentrez pas dans ce jeu-là. C'est une manière pour elle de prendre le pouvoir sur cette table ronde et de vous montrer que c'est elle qui sait et pas vous. Donc. Non, je voulais en fait montrer quelque chose grâce au travail statistique de Agreste, donc qui vient du ministère de l'Agriculture. On ne peut pas le soupçonner d'arranger la statistique. La première activité économique aujourd'hui qui artificialise même plus que le commerce, 2 fois plus que le commerce, c'est l'agriculture. La question était excellente, pardon. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'on a 2 agriculteurs sur scène, donc c'est très bien, bravo. Mais on les laisse répondre maintenant, messieurs les... Non, monsieur Alpi, si vous pouviez parler en tant que patron de PFL, ce serait bien. Mais allons-y, monsieur le président des SAFER, si vous voulez réagir à ce qui semble être un fait. Oui, alors... Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'intervenir en tant que président de la FNSAFER et on est souvent aujourd'hui à l'interface avec les EPF, qu'ils soient d'État. Je salue les interlocuteurs avec qui on travaille et puis depuis maintenant un certain temps avec les EPF locaux où les SAFER permettent la complémentarité sur l'utilisation du foncier. Je pense que c'est important de le rappeler. Le foncier, c'est l'activité, par définition, toute activité humaine, elle dépend du foncier. Je pense que c'est important aussi qu'on se le rappelle, y compris de le rappeler à nos concitoyens. On est un certain nombre d'élus et je pense que c'est aussi important bien de le rappeler, parce que souvent, aujourd'hui, où tout va très très vite, on veut tout et son contraire en même temps. Et c'est pas toujours évident. Alors, je suis un peu surpris de ces chiffres. On les voit de temps en temps circuler. On construit quand même beaucoup moins de bâtiments agricoles qu'il y a 20 ou 30 ans. Beaucoup moins. Enfin, en tout cas, je vois la principale activité, c'était l'élevage, et malheureusement, l'élevage en France est plutôt en décroissance. Donc, je sais pas, je conteste pas les chiffres statistiques. C'est possiblement cette nuance qui a été exprimée tout à l'heure d'ailleurs entre artificialisation et étanchéification. Peut-être que vous voulez dire... En fait, c'était précisé dans la diapo, certains ont pu le lire. Voilà, en fait, ce qu'on considère comme des consommations, là, pour le coup, ce sont les surfaces de stockage, le bâti de stockage, les entrepôts qui vont permettre d'abriter le machinisme, mais aussi les chemins agricoles. Les chemins agricoles sont considérés comme des surfaces artificialisées. Bon. Et je pense que c'est... Je ne vais pas discuter. Manière de dire que les agriculteurs ont leur part dans ce phénomène. Oui, mais alors, par contre, moi je le dis souvent en tant que président de la FNSAFER, j'ai été longtemps élu à la Chambre d'agriculture, le monde agricole, quand on parle d'artificialisation, doit être exemplaire
et doit aussi montrer l'exemple. On n'est pas en dehors des choses. Ça, là-dessus, aucune ambiguïté. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, et la question s'adresse aussi bien à un président, au vice-président de l'Association nationale des EPFL qu'à vous, président des SAFER. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'analyse qui est faite par le gouvernement sur la nécessité d'agir en faveur de l'environnement et ensuite sur l'ambition zéro artificialisation nette? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose, et ça fait quand même quelques années que les gouvernements successifs se posent cette question de savoir jusqu'où on va aller dans l'artificialisation. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'un président de la République va aussi loin, et quand on regarde ce qui se passe dans les pays autour de nous, sans aller à l'autre bout de la planète, mais en Europe, il y a des pays qui ont un développement économique largement supérieur au nôtre et qui consomment beaucoup moins. Ça veut dire que la question doit se poser. La question doit se poser, est-ce que la consommation est justifiée ou est-ce que c'est du gaspillage? On l'a vu, il y a un certain nombre d'utilisations de foncier agricole ou naturel qui aujourd'hui, pour moi, est du gaspillage. Ça, c'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre où les ressources, quelles qu'elles soient, sont limitées. Le gaspillage, ça ne doit pas exister. Et donc on doit être très très vigilant. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser les enjeux. Pourquoi on va dire qu'on artificialise moins? Aujourd'hui, c'est la prise en compte de l'environnement. Demain, ça sera certainement autre chose. Moi, en tant qu'agriculteur responsable, je pense qu'un grand pays, demain, c'est un pays qui doit avoir l'autonomie alimentaire. D'abord, ce n'est pas nouveau, mais plus que jamais, on voit que la population du monde augmente. Il va y avoir besoin de nourrir de plus en plus de gens, et se dire de façon raisonnable qu'on ira acheter ailleurs sur la planète la nourriture qui sera nécessaire pour nos habitants n'est pas raisonnable. C'est le premier point. Deuxième point, et on le voit de plus en plus, on parle d'évolution climatique. Les terres agricoles ou naturelles sont les terres sur lesquelles il pleut et donc qui rechargent les nappes phréatiques. Deuxième sujet important, me semble-t-il. Le troisième, c'est la prise en compte de l'environnement, l'évolution climatique, où est-ce que l'on stocke du carbone? Là encore, sur des terres agricoles ou des terres naturelles. Et ces trois raisons-là font que, et ce n'est pas un enjeu corporatiste agricole, je le dis très souvent, la protection des terres agricoles, c'est un enjeu sociétal, parce que l'ensemble de ces éléments-là, c'est bien pour l'ensemble de la société. Et puis le point important, c'est aussi que l'agriculture, c'est une économie. On oublie souvent de le présenter comme tel. La principale source d'activité en France encore aujourd'hui, c'est l'agriculture et tout ce qui dépend de l'agriculture. Notamment, où on est ici, et ça a été répété par plusieurs d'entre vous, notamment la présidente du département, notamment dans les territoires ruraux, l'activité autour de l'agriculture, tout ce qui est industrie agroalimentaire ou autre, gros pourvoyeur d'emplois, c'est bien parce qu'on a d'abord une production agricole et qu'ensuite on est capable de la décliner sur les territoires. Donc ces éléments-là me paraissent importants. Et puis le dernier point sur le pourquoi il faut le faire, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps en discutant avec une élue d'une ville qui n'avait plus de territoire agricole ou naturel. Et malgré tout, cet élu continue à développer son territoire. Puisque finalement, quand on n'a plus de territoire agricole à aller dénaturer, malgré tout, on a toujours des projets. Il y a toujours des élus qui se disent comment développer mon territoire. Pourquoi attendre de ne plus en avoir pour se dire comment faire autrement? Voilà, simplement cette réflexion aujourd'hui que je mets un peu en avant. Le point de vue du vice-président de l'Association nationale des EPFL sur l'opportunité de cet objectif et sur sa faisabilité surtout. Oui, parce qu'il faut venir au réel. Parce que là, je crois qu'il faut revenir sur le terrain, dans la proximité. Et toute la pertinence du débat aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est entre nous, opérateurs du foncier, et puis à côté de cela, il y a des opérateurs qui parlent d'argent, à côté de nous, les élus, et on est tous confrontés à cela. Moi, je le vis en tant que président d'EPF, mais aussi, si je décline sur le territoire rendu à ma communauté de communes, on est en concurrence entre communes, et quand il faut parler de planification, je ne vais pas reprendre les propos des uns des autres. Simplement, moi j'ai un PLU, les autres ils ont une carte communale. On veut passer au PLUI, on est tous adhérents à l'EPF, on veut passer au PLUI, ah non.
parce que le PLU il va être contraignant pour ma commune, donc je ne veux pas aller à la planification. À côté de chez nous, il y a un territoire, ils n'adhèrent pas à l'EPF. Il se passe que ce sont les promoteurs, les marchands de biens, qui aménagent le territoire. Ils ne sont pas là, les marchands de biens. On aura tout Non, à l'heure... mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que je ne vais pas reprendre les propos qui ont été partagés par les différents orateurs. Michel Faubert disait en préambule, reconstruire la ville sur la ville. Faire prendre conscience, et c'est tout le débat, tout ce que portent les EPFL, quand on va auprès des acteurs locaux, en leur disant, écoutez, saisissez cette opportunité, soyez des ambassadeurs de cette zéro artificialisation, en étant les acteurs de demain pour aller vers la non-consommation de terres agricoles. On est agriculteur, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on consomme des terres agricoles, on le vit comme un échec. Mais est-ce qu'il faut les sanctuariser, ces terres agricoles, dans l'esprit loi littorale? C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, là où il y a historiquement des activités agricoles, on ne construit plus jamais. Ben, peut-être qu'il faut arriver à cette radicalité, puisque si les élus locaux, on va arriver à un renouvellement des élus là, dans moins de 6 mois. Parce qu'on oublie cela. C'est qu'il va falloir refaire pédagogie pour les nouveaux élus qui arrivent avec plein de projets dans la valise. Et comment on travaille. Donc ça, c'est un vrai sujet. Président de SAFER, on est dans des réunions avec les services de l'État, plein de bonnes intentions. Décliné sur le terrain, on est en échec. Qu'on soit président de l'EPF, qu'on soit SAFER, on est confronté à la notion de marché. Et ça, c'est un constat. Et sur la politique de l'eau, on a repris des propos. Moi, je suis membre du bureau de l'agence Rhône-Méditerranée-Corse. Les élus, quand ils sont confrontés à la loi sur l'eau, ils n'y vont pas sur les zones humides. Lorsque c'est drastique, on les protège. Pourquoi demain, les terres agricoles, on ne serait pas aussi volontariste pour se dire ces terres agricoles, qu'elles soient de haute valeur agronomique? Moi, je m'oppose à cela parce que moi, je suis agriculteur au pays du Comté, en zone frontalière suisse. La notion de haute valeur agronomique, je ne sais pas trop ce que c'est, parce qu'il faudra qu'on me le définisse. Entre des prairies sèches avec une biodiversité très riche et puis des terres où on est capable de faire des centaines de quintaux de récolte, je ne sais pas. Mais tout simplement et concrètement, peut-être, et là c'est à nous tous, services de l'État, élus locaux, qu'on se mette d'accord pour avoir cette ambition noble. Je suis président d'un EPFL d'où Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez Lyon, la Nièvre, puis vous avez la frontière suisse, Jura, Doubs. On est l'Eldorado, la Suisse, l'Eldorado. Quand vous parlez de zéro artificialisation nette, quand on travaille sur le SCOT, les EPFL, on est sollicités, et on nous dit, vous prenez le problème comment? Lyon, c'est la désertification. On ne va pas empêcher des élus de Lyon, lorsqu'ils ont l'ambition d'accueillir des logisticiens, parce qu'il y en a quelques-uns, l'autoroute passe par là, leur dire non, fini. Ils n'ont pas de friche industrielle comme chez nous, chez Peugeot. Nous, on a un condensé de friche industrielle où il y a un gros travail à faire de requalification, et on y va à reculons, parce que c'est très cher, vous l'avez tous évoqué. Donc le PF est là pour stocker ces friches. Et après, il faut trouver les moyens financiers. Alors moi, la fiscalité, est-ce que c'est un levier, la fiscalité, pour accompagner le PFL? Les opérateurs, les EPL, parce que là aussi, il va falloir trouver un lieu où on se retrouve, les aménageurs, véritablement. Parce que les aménageurs, ils ont encore un peu de travail à faire avec nous sur la culture et la pédagogie pour répondre à cette ambition. Et je pense que l'exposé d'Alice Colsat était assez édifiant. Moi, j'ai apprécié parce que tout était dit. Et je pense que quand on décline dans la vraie réalité quotidienne, les tensions, on est mis en tension. La parole en compétition. Pour Jean-Baptiste Butlen, dans ce que disait le président Alpi, il y avait au moins 2 choses. La première, c'était l'idée qu'il fallait sanctuariser les terres agricoles. Et la deuxième, c'était
l'absence de régulation dans la compétition pour l'attractivité entre les territoires. Tout ça d'ailleurs dans un contexte de métropolisation où on a des grands ensembles urbains qui aspirent, vampirisent presque les territoires ruraux. Est-ce qu'il faut une régulation justement de cette forme de compétition et quid des terres agricoles ? Alors, sur le premier sujet, la sanctuarisation des terres agricoles, est un sujet qui est régulièrement posé. D'ailleurs, ça a été évoqué dans une des présentations précédentes. Il y a cette tentation souvent en France, finalement, d'opposer les schémas entre d'un côté développement et de l'autre côté sanctuarisation. Voilà, ça a été très bien exposé pour la biodive, par exemple. On oppose finalement des territoires qui seront urbains artificialisés avec des territoires qui seraient des sanctuaires de biodiversité, des parcs nationaux, des réserves, etc., etc. Je pense que ce sujet dans le domaine de la biodiversité commence à être un peu dépassé. On raisonne plus en termes de trame verte et bleue, de nature en ville, et on estime que finalement la biodiversité a sa place partout, puisqu'elle participe également à une certaine forme finalement de cadre de vie et de mieux vivre ensemble, si je puis dire. Sur l'agriculture, le sujet est un peu le même. Je ne sais pas si on a intérêt à sanctuariser tous les espaces agricoles. Les agriculteurs eux-mêmes ne seraient pas forcément, je pense d'ailleurs, complètement toujours d'accord quand ils sont dans une logique où ils veulent vendre leurs terres agricoles pour se réinstaller ailleurs. Donc je pense que ce débat mériterait d'être posé, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus au niveau de la profession agricole. Donc finalement, je pense qu'un territoire est par nature vivant et il est normal qu'il y ait des formes d'artificialisation sur certains endroits et de renaturation, voire de rétrozonage vers des espaces agricoles à d'autres. Ce qui est important, je pense, c'est de savoir comment est-ce qu'on éclaire la décision. Et là où on peut être réellement tous d'accord, c'est que quand on détruit un sol, qu'il soit de nature agricole ou aujourd'hui naturel, il est détruit pour des dizaines, voire des centaines d'années. C'est-à-dire que la reconstitution d'un sol qui a été artificialisé prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'effectivement, il y a la formation des horizons, la recréation d'une biodiversité et toute une fertilité agronomique qui, effectivement, se construit dans le temps. Donc, quand on détruit un sol en l'imperméabilisant, voilà, il faut vraiment savoir effectivement ce qu'on fait. Donc ça, c'est sur le premier sujet. Et après, l'autre sujet, c'était la compétition, parce que ce qui a été dit tout à l'heure et que vous avez confirmé, c'est qu'il peut très bien y avoir des maires ou des présidents de communautés de communes bons élèves ou conscients des enjeux de préservation de l'environnement qui disent on arrête l'étalement urbain, on reconstruit la ville sur la ville, et puis à côté un concurrent qui se dit bonne idée les gars, moi je vais faire un lotissement et je vais faire de la croissance démographique. Est-ce que ça appelle une régulation ou est-ce qu'on laisse faire jusqu'à ce que les élus aient la même culture de l'aménagement ? Vous savez, moi j'appartiens à deux ministères, dont celui qui a le nom intéressant de cohésion des territoires et de relations avec les collectivités. Donc évidemment, la question du développement équilibré du territoire et finalement du maillage intelligent et coordonné de tout le territoire est important et intéressant pour nous. Maintenant, on n'est quand même plus du tout à l'époque du ministère du Plan, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où les compétences d'aménagement et d'urbanisme sont largement décentralisées et que finalement l'État intervient essentiellement en tant qu'orientation sur les documents de planification qui sont d'ailleurs élaborés par les élus locaux. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, évidemment, dans le cadre des grandes planifications que sont les SRADET, co-élaborées avec les régions, mais également des SCOT et des PLUI, on veille effectivement à ce qu'il y ait un développement harmonisé autant que faire se peut du territoire. Maintenant, voilà, il y a des choix aussi locaux qui relèvent complètement des élus locaux. Il y a un des enjeux pour justement mettre fin ou ralentir l'étalement urbain, c'est de rendre les centres des villes plus attractifs. Or, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est Jean Viard qui l'exprime, il dit on est dans la société du barbecue. C'est-à-dire que nos concitoyens veulent une maison, tout seul, sans riverain, avec un jardin pour faire un barbecue et recevoir les copains. C'est Jean Viard qui le dit. Est-ce qu'on peut lutter contre ça dès lors que c'est la société française qui le demande? Allez, Je voulais juste quand même le mentionner sur ce point qu'évidemment c'est un des axes d'intervention du gouvernement. Maintenant, pourquoi est-ce que les concitoyens vont plutôt en périphérie? Ils vont aussi
en périphérie parce que c'est moins cher. Il n'y a pas uniquement l'idéal, si je puis dire, du petit pavillon dans lequel on a son jardin, etc., etc. Ils vont aussi en périphérie, que ce soit dans les grandes métropoles où on a des phénomènes de ségrégation sociale et spatiale, que dans les petites centralités et villes moyennes. Ils vont en périphérie parce que le foncier est moins cher et donc du coup le logement est moins cher. Peut-être que le raisonnement en coût complet avec le déplacement n'est pas fait pour le ménage. Peut-être que le raisonnement du surcoût pour la collectivité qui doit tirer des tuyaux et des voiries n'est pas fait, mais spontanément au moment de l'acte d'achat de l'investissement, le ménage a l'impression que c'est moins cher. Donc le gouvernement effectivement fait en sorte que on régule la spéculation foncière. C'est tous les travaux du député Laglaise qui doit rendre son rapport bientôt. Et puis, on voit comment est-ce qu'on peut aider à la revitalisation des cœurs de ville et des petites centralités, de sorte que, effectivement, par des outils fiscaux et des aides d'ingénierie, on puisse effectivement faire en sorte que ça soit plus attractif et peut-être demain moins cher de venir renouveler la ville sur la ville plutôt que continuer l'étalement urbain. Emmanuel Liest. Je pense que le dernier mot que vous venez de dire, c'est l'attractivité. Pourquoi les gens sont partis des centres-villes? Bien souvent, c'est parce qu'il y avait un problème de coût et un problème aussi de qualité de vie. Et je prends souvent cet exemple parce que je l'ai eu il y a 10 ans quand on commençait, nous, les SAFER, à alerter sur la consommation des terres. C'était une urbaniste qui nous a dit la zone la plus dense du territoire national, c'est le Paris intramuros, dans le Haussmannien, où tout le monde aimerait habiter, où c'est le plus cher pourtant. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez des logements de qualité, vous avez des services. Vous descendez de chez vous, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez aller au niveau culturel et autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens acceptent la zone dense. Dense, ça ne veut pas dire des tours. On a fait peur aux gens quand on a parlé de densification, qu'on allait construire des tours à la campagne ou autre. Par contre, densification, ça veut dire, et moi, tout à l'heure, vous me présentiez, je suis maire adjoint à Gisors. Aujourd'hui, c'est soit des immeubles, soit la maison individuelle. Je pense qu'il y a une alternative. Redécouvrir des maisons de ville, par exemple. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Historiquement, dans nos pays, on construisait des maisons de ville. L'expression avoir pignon sur rue, au Moyen-Âge, ça vient du Moyen-Âge, on partageait la ville. Vous pouviez être très très riche, vous ne pouviez pas vous étaler en largeur, vous étaliez en longueur, derrière. Pourquoi? C'est parce qu'on partageait, il y avait justement cette notion d'intérêt général, qu'on a un petit peu oublié aussi, je pense. C'est qu'on en parlait tout de suite, on considère que l'intérêt de chacun, ça va faire l'intérêt général. Non, c'est pas comme ça. On le sait tous, mais on n'ose plus le dire. Et je pense que ça, il y a quelque chose de vraiment d'important là-dessus. Il faut qu'à un moment donné, on se dise, il n'y a plus de possibilités. Si on ne propose plus des terrains individuels et qu'on propose une alternative, les gens ils prendront l'alternative, j'en suis convaincu. Et puis il y a un point qui me semble important, c'est la fiscalité. On n'en parle pas suffisamment. Et la fiscalité, elle doit être dans les deux sens. Il y a une fiscalité attractive et une fiscalité, quelque part, qui peut contraindre. Et pour nous, élus, il y a besoin des deux, aider et contraindre. Nadège Chambon qui demandait la parole pour parler peut-être de l'idée de densifier les zones d'activité. Est-ce opportun, souhaitable, et si oui, est-ce possible? Alors il y a la question de la densification, il y a énormément de choses qui sont dites en fait, parce qu'il y a beaucoup d'actions possibles. Vous parliez de culture, il faut rebondir là-dessus parce qu'en fait on est face à un défi de civilisation. C'est-à-dire qu'au lieu de s'étendre grâce à la conquête de nouveaux territoires, depuis le début de l'humanité, on fait ça. Là, il est question de reconquérir les territoires qu'on a déjà. Et c'est un changement de civilisation. Et je pense que pour faire ça, on a besoin, oui, il y a des mesures fiscales, réglementaires, etc. Il y a des changements de comportement nécessaires aussi. Et on a besoin pour ça d'accompagner les uns et les autres. Et notamment en termes d'activité, j'aurais un souhait. C'est au niveau des commissions départementales de protection des espaces naturels forestiers, les acteurs économiques en ont été exclus. Mais c'est pas une bonne chose. Parce que si les acteurs économiques étaient dedans, on pourrait travailler tous ensemble en se mettant autour de la table pour se dire « Ok, nos territoires, il faut qu'ils préservent
c'est une chose, il faut qu'ils préservent leur foncier, mais en même temps, il faut qu'ils continuent à se développer. Comment on fait et l'idée, ce serait de ne plus cliver les acteurs et de les opposer entre les bons qui défendent le foncier et les méchants qui font des projets dessus, mais d'être à l'intérieur de même commission pour réfléchir ensemble. Parce que ce dont on souffre aujourd'hui, c'est d'un impensé ou d'une pensée insuffisamment portée sur ces questions de foncier économique. Et je me permettrai de lister tout un tas de comportements qui soient locaux ou même d'évolutions réglementaires qui seraient possibles, mais pour permettre aux zones d'activité d'éviter de s'étendre en périphérie et pour favoriser une reconquête de l'activité à l'intérieur des villes. Je vais donner quelques pistes. Parce que c'est ce qu'on voit, nous, dans les documents d'urbanisme et dans les zones d'activité de l'Oise. Première chose, parce que vous aurez tous des idées en tête quand je vais vous donner ces différents points, vous aurez tous des territoires en tête. Première chose, et si on arrêtait de chasser les industries des centres des villes ? Aujourd'hui, il faut savoir que dans la pensée de la ville idéale, l'industrie n'a rien à y faire. Et aujourd'hui, dans des territoires de l'Oise, on voit des industries être encouragées à quitter les lieux pour aller en périphérie. Vous avez bien fait de ne pas choisir Rouen, hein, Monsieur le Président, pour tenir cette... Mais vous ne l'auriez pas faite là-bas, je pense. On aurait attendu un peu. Parfois, ça pourrait justifier, non, mais qu'est-ce que c'est les industries ? Quelles sont les industries ? Non, on peut revenir là-dessus, parce qu'en effet, du travail artisanal, il y en a eu dans les villes pendant des siècles, en l'occurrence. Quelles sont celles qui pourraient justement revenir dans un certain nombre de centres-villes, selon vous ? Une industrie agroalimentaire, par exemple, qui fait de la transformation agroalimentaire, est-ce qu'on a besoin que ce soit en périphérie ? Ça ne fait pas forcément de bruit. Il n'y a pas forcément énormément de camions, il n'y a pas forcément d'émissions nocives ou autres. Est-ce que ça, c'est le type d'activité qu'on devrait chasser de l'intérieur des centres ? Il y a une question de mixité entre activité économique et logement qui est vraiment à repenser, à réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de préjugés à l'égard des activités. Là, vous êtes c'est pas le seul exemple. Vous êtes en train de dire, pour ne pas consommer d'espace à vocation économique, on peut mettre des entreprises, y compris de l'industrie, dans les centres-villes. Et les garder, et les conserver. Mais on peut aussi, et ça nous a été dit tout à l'heure, mettre plus d'activités économiques au même endroit, dans des zones d'activité qui existent déjà et que Madame Colsette nous a décrit comme étant des aberrations en termes de gestion des espaces, des petits bâtiments sur des grands terrains avec une densité de travailleurs extrêmement faible. Oui, et vous avez raison, et d'ailleurs je vais jeter un autre pavé dans la mare, allons-y, tant que j'y suis. À l'heure actuelle, on consomme aussi beaucoup de foncier autour des métropoles ou des plus grandes villes par le phénomène de concentration. Or, il y a du foncier disponible dans les zones d'activité d'espace un petit peu plus reculés, pas forcément très loin, à quelques kilomètres. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce foncier-là plutôt que de pousser sans arrêt les murs de la grande ville ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas... Ça dépend. Peut-être que dans certains endroits, ça ne marchera pas, mais quand vous voyez la configuration de l'Oise, sur certains territoires, ça peut fonctionner. Philippe Alpi, vous aviez demandé la parole aussi, Emmanuel Liest. Alors, Philippe Alpi. Moi, je suis en zone frontalière et j'observe ce qui se passe côté suisse. Côté suisse, qui nous achètent nos gravats, c'est pour vous dire jusqu'où ils vont dans l'économie de leurs réserves. Pour construire chez eux, ils nous achètent les gravats de nos carrières pour faire l'économie de leurs gravats à long terme. Je pense qu'on est dans une politique court terme en permanence, et ça, c'est le drame permanent pour nous. Et la notion de marché, moi, quand j'ai un promoteur en face de moi, on a fait un PLU, on a réduit, deuxième PLU, on a réduit de 15 hectares sur l'emprise agricole sur la commune. On est passé moins 15 hectares. Avec cette ambition de densifier, le PFL nous permet d'acheter les maisons abandonnées à l'intérieur du village, 2000 habitants, gare TGV sur l'axe Paris-Lausanne, c'est l'idéal. Les promoteurs, ils viennent, ils vous disent « Ah oui, mais le coût du mètre carré construit ici, c'est à 3 000 €. C'est trop cher. On exige le parking souterrain parce que là aussi, le stockage de la voiture, ça paraît aberrant. Vous l'avez dit tous, on fait des zones industrielles, il y a une toute petite boîte à chaussures et vous voyez l'imperméabilisation pour stocker on ne sait quoi, des
milliers de mètres carrés de bitume, eh ben, concrètement, on a acheté avec le PFL, on fait le portage du foncier ancien. Les promoteurs, ça ne les intéresse pas. Personne ne veut prendre le risque, y compris une SEM, où le département a des billes. C'est pour vous dire qu'on est dans un raisonnement court terme, donc il faut des leviers fiscaux, des leviers incitatifs accompagnant la commune qui est volontaire pour être exemplaire. Ça, c'est un point. L'habitat en Suisse, essayez de construire une maison individuelle en Suisse, vous êtes vite calmé. Côté France, les Suisses, ils viennent côté France parce qu'ils peuvent s'étendre. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène, on est trop souple. Deuxième point, l'industrie en Suisse. Ils construisent en étage. Les manufactures en Suisse, c'est 1, 2, 3, 4 étages avec le parking souterrain dessous. Ils intègrent la mobilité. Nous, est-ce qu'on intègre la mobilité? On fait des zones d'activité, tout le monde s'y rend en voiture, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Donc c'est tout cela qu'il faut intégrer. Quand est-ce qu'on va être assez grand pour se dire, ces sujets-là, il faut qu'on les porte? Et la ville, moi je suis agriculteur, tout à l'heure vous nous mettiez un peu en défaut. Effectivement, je suis éleveur, 450 têtes de bétail sur des zones d'extensification. On est des associés, on a regroupé à l'extérieur du village, parce que à l'intérieur du village, c'était plus acceptable pour nos contemporains. Et on a tous construit à l'extérieur. Quand vous regardez le paysage, il a changé, effectivement. Prends acte, on a construit des chemins pour desservir, pour être en bio, voilà, pour faire ce métier qu'on aime. Alors on accepte, mais comme quoi chacun a sa part, mais pour autant, les constats de ce qu'il faudrait faire et ce qu'on pourrait faire, et quels sont les leviers pour nous accompagner plus précisément, ben là il faut qu'on les construise ensemble. Et quand on échangeait préalablement sur les EPF, où ce sont des élus locaux qui s'investissent et qui mettent dans leur boîte à outils communautaire cet outil de portage, ben, il faut encore qu'on aille plus loin, qu'on incite ces élus locaux à ne pas être en compétition entre eux, parce que vous l'avez évoqué. Allez. Cette notion de compétition est dommageable. Emmanuel Hyest, et puis ensuite vos questions, vos réactions, vos objections. Un point par rapport aux zones économiques qui me paraît important. Actuellement, on est en discussion dans ma région avec le président de la CCI. Et je lui demande, mais pourquoi tu m'as demandé de venir un jour dans une réunion? Il m'a dit, bah, écoute, à partir du moment où j'ai vu que les SAFER demandaient le zéro artificialisation, il m'a dit, tu vas l'obtenir. Et moi, je suis industriel, président de la CCI, j'ai besoin de continuer à avoir un développement économique. Comment peut-on le faire ensemble? Je trouvais que l'idée était plutôt intelligente. Alors, première chose, il m'a dit, pour éviter, parce qu'on ne va pas passer, et ça, on en est tous conscients, on ne va pas passer du jour à la lumière ou de la lumière au noir. On consomme beaucoup, trop, on ne va pas demain plus consommer. L'objectif, c'est qu'on consomme moins, vite, le plus rapidement possible, malgré tout. Et donc, il faut qu'on ait une réflexion, et il m'a dit, comment intégrer, par exemple, ce qu'on dit tous là, l'enjeu, on parle de terres agricoles, comment l'agriculture pourrait bénéficier, et donc les locaux, puisque quelque part, avec un développement sur une production localisée, avec des produits agricoles, avec des produits biosourcés, avec des choses comme ça. Il y a longtemps qu'on a oublié. Tous nos produits aujourd'hui sont transformés. Je suis d'une région où on fait, juste pour vous l'illustrer en 2 secondes, du lin. Le lin, on le produit chez nous, il part en Chine et il revient sur nous après. C'est quand même un peu dramatique. Bon, vous voyez des choses comme ça, il y a une réflexion sur comment redévelopper une industrie à partir de production locale. Et puis, un point important, me semble-t-il, c'est que quand on a mis en place une zone économique, il y a eu beaucoup d'argent public souvent qui ont été mis en place, et derrière, il n'y a plus aucun suivi. Les acteurs économiques privés font ce qu'ils veulent. Qu'on utilise ou pas le terrain qu'on a acheté, on n'a aucun moyen d'y toucher. Oui, mais ce président de CCI, ça ne le choque pas quand je lui explique que les SAFER, quand on attribue un terrain à quelqu'un, il y a un cahier des charges pendant 10 ans, 15 ans, voire plus quand il y a un enjeu environnemental, sur lesquels on a une capacité, en fonction du projet pour lequel la personne a acheté son foncier, sur lesquels on a il achète sous condition. On a un mot à dire. Et je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on doit réfléchir sur l'utilisation et la densification des zones, les collectivités doivent avoir un mot à dire sur le long terme, sur cette chose-là. Et puis, le dernier point, comment construire dans les zones économiques? On le voit aujourd'hui,
on continue à avoir une réflexion, j'achète mon terrain et je construis. Beaucoup d'industriels n'ont pas forcément envie d'être propriétaires. Et donc, on peut aussi construire modulable, c'est ce qu'il m'expliquait, et donc passer un jour d'un type d'industrie ou d'un type d'utilisation à un autre beaucoup plus rapidement. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça ne se faisait pas. Qu'on ait cette réflexion de comment pouvoir être mobile sur un même local industriel ou commercial. Et ça me paraît des choses qui vont dans le sens d'une meilleure utilisation des terres. Alors cet événement est fait pour vous permettre de vous exprimer, de poser les questions qui vous intéressent, d'apporter des objections, le cas échéant, à ce qui vient d'être dit, ou des contributions. Monsieur a demandé la parole, le micro entre vos mains. Bonjour. Bonjour, Stanislas Barthélémy, maire de Longueuil-Sainte-Marie. Je voudrais revenir sur la définition des boîtes au milieu d'espaces verts. Nous sommes une commune très concernée par la logistique. C'est pour accompagner quelques industriels qui essayent de se développer. Vous savez qu'en fait, tous les industriels se disent c'est génial, on va essayer de faire des parkings qui sont infiltrants. Ah, très bien, messieurs, donc ça c'est génial, vous n'avez pas besoin d'imperméabiliser. Et là-dessus, il y a la DREAL qui vient et qui vous dit oui, mais attendez, en cas d'incendie, le jour où il y a une pluie décennale, il faut que vous arriviez à stocker la totalité de l'eau de l'incendie et d'extinction des deux eaux. Et alors là, tout le monde dit ah oui, mais donc du coup, je ne peux plus infiltrer. Donc il me faut que j'ai un immense bassin à côté pour pouvoir stocker l'eau qui me permet de... etc. En plus de ça, on a des fonctionnalités chez nous de problématiques d'inondation. Ah oui, monsieur, il faut que vous compensiez. Donc du coup, il faut que je fasse un deuxième bassin pour compenser. Donc on se retrouve avec un industriel qui dit c'est génial, moi je veux faire juste une boîte et la plus grande possible et occuper le maximum d'espace. Et en fait, toutes les réglementations font que on vient me chercher à propos, vous pouvez pas. Et donc du coup, il se retrouve avec une petite boîte au milieu d'un grand espace vert. On reprend un autre exemple qui est la route nationale 31, mais c'est accessoire, où en fait on se retrouve avec une belle route qui vient d'être construite entre Beauvais et Compiègne, et sur la droite à hauteur de Clermont, on a un immense espace agricole qui est bouffé et où on a des bassins d'infiltration qui se suivent sur 1, 2 ou 3 hectares, je ne sais pas combien, et on se dit, mais ils ne sont jamais pleins. Enfin, si, ils seront pleins une fois tous les 10 ans, le jour où la vécénale tombera pour éviter que ça aille dans la rivière. Et en fait, on a, et pour revenir après sur le dernier débat qui est de réglementation, sur les hautes valeurs agronomiques, il y avait un projet sur notre territoire qui concernait des possibilités de nouveau d'installation d'un logisticien. Bon, on a essayé de le mettre sur une terre à faible valeur agronomique. J'entends bien le débat sur le Doubs, mais ce n'est pas tout à fait le même cas. Et là, tout le monde nous a dit, ben oui, mais excusez-moi, éviter, réduire, compenser, ce sont des zones, des prairies et des zones humides. Messieurs, allez donc sur de la terre agronomique. Donc en fait, on a vraiment une réglementation qui a mis éviter, réduire, compenser en matière écologique en premier, et point. Et donc du coup, tous nos projets, qu'est-ce qu'on fait? On redescend dans des endroits qui n'ont pas de valeur écologique, et malheureusement, on retombe par définition sur les zones agricoles, à regret, parce qu'on essaye tous de se battre pour défendre notre milieu agricole. Jean-Baptiste Butlen, vous voulez réagir à ça ou est-ce qu'on prend une autre intervention, une autre question ici au premier rang? Monsieur le premier adjoint au maire de Compiègne. Oui, un témoignage et plusieurs questions. On a parlé de PLUI. Bon, je voudrais porter témoignage ici que les 22 communes de l'agglomération de la région de Compiègne ont voté à l'unanimité l'arrêt du PLUI, qu'il a été passé en enquête publique et qu'il va être adopté d'ici la fin de l'année. Cela veut dire que lorsque l'on a suffisamment de pédagogie, lorsque l'on arrive à faire comprendre l'intérêt commun, eh bien on peut arriver, en effet, c'est pas impossible, on peut arriver à avoir une vision commune à l'intérieur d'un territoire qui compense à la fois l'ensemble des problématiques. Mais maintenant, je voudrais prendre quelques exemples plus particuliers. L'État nous dit ne consommez pas d'espace déjà non artificialisé. Nous, dans notre PLUI, nous avons plus de 8 hectares, disons une dizaine d'hectares qui concernent le quartier gare, avec des voies SNCF qui pourraient être réduites. Ça, c'est l'État. Mais pour arriver à cela, il faut 15 ans d'études. Alors, je m'adresse à l'État.
celui qui dit « n'artificialisez pas » devrait aussi nous aider à ne pas artificialiser et à ne pas mettre des freins d'études qu'il faut d'ailleurs que nous financions nous-mêmes, ce n'est pas l'État qui les finance, et qui fait que finalement, un foncier que nous pourrions utiliser sans être obligés de prendre sur les terres agricoles, eh bien, reste artificialisé et sans utilisation dans le quartier-gare. Deuxième exemple, nous sommes dans une vallée. Il faut des zones d'expansion de crues. Ah oui, mais alors c'est l'État qui artificialise les expansions de crues. L'État qui lui-même nous dit il faut être économe de l'espace, etc., nous impose à des endroits pas possibles. Donc, on est obligé en permanence, et heureusement, on a un préfet de l'Oise exceptionnel qui nous comprend, hein, mais par rapport aux ayatollahs, j'allais dire, qui font partie des divers services qui tirent le parapluie en permanence, eh bien, nous sommes obligés de nous battre en permanence pour que l'artificialisation des zones d'expansion de crues se fasse de la façon la plus, disons, harmonieuse possible pour à la fois compenser l'un et l'autre. Donc, mon propos est de dire, il faut que tout le monde s'y mette. On a dit le monde agricole, en effet. Quand on voit les grands espaces artificialisés dans le monde agricole, quelquefois on peut se poser des questions. Mais il y a aussi les prescripteurs qui sont là pour dire les grands principes, ça c'est bien, c'est généreux, c'est électoral, mais après, quand on passe à la réalité des choses, eh bien malheureusement, on ne nous aide pas assez à pouvoir réaliser ces contraintes. Merci. Et merci à vous, Monsieur Jean-Baptiste Butlen, pour réagir à ce qui a été dit. Schématiquement, une réglementation qui vient en contradiction avec les principes que nous énonçons ou qui se contredit elle-même, et un État qui n'aiderait pas assez. Alors, bon, je pense que vous avez dit quelque chose de très vrai, Monsieur le maire, c'est que il faut que tout le monde s'y mette, et je pense qu'en l'occurrence, la posture la plus délétère serait justement d'opposer les acteurs et d'opposer les enjeux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une intégration des différentes politiques publiques qu'il faut qu'on puisse finalement réaliser sur chacun des territoires pour que tous les enjeux puissent être mis en balance et en compromis et que la meilleure décision soit prise. Il ne m'appartient pas de commenter les cas plus particuliers qui ont été évoqués sur une apparente opposition entre un objectif de sobriété foncière et un objectif de préservation de la biodiversité ou de loi sur l'eau. Moi, ce que je note, si vous voulez, c'est que si l'artificialisation et son rythme ne fait pas débat, on l'a dit, l'érosion de la biodiversité et la réalité du changement climatique ne fait pas non plus débat. Donc on voit bien que ça ne sert à rien d'opposer les enjeux puisqu'ils doivent être tous pris en compte dans une logique de développement équilibré du territoire. Maintenant, il me semble que à l'échelle des territoires, on peut quand même raisonner à la bonne intégration de ces différents objectifs, puisque finalement, une zone d'expansion de crues peut être aussi une zone de biodiversité, et certains espaces agricoles peuvent également, dans certaines conditions et sous certaines limites, notamment d'indemnisation, jouer un rôle d'expansion de crues. Donc je pense que ça se raisonne au cas par cas avec l'ensemble des acteurs autour de la table. Maintenant, sur la mobilisation des gisements fonciers, on est tous d'accord pour dire qu'il faut d'abord commencer par recycler ce qui est déjà considéré comme artificialisé avant de consommer. Donc il y a la question des friches, il y a les questions des espaces en déprise, et puis il y a aussi la question du gisement foncier de l'État. Il y a d'ailleurs plusieurs dispositions législatives qui existent pour ce faire. La loi dite Duflot est bien justement là pour mobiliser le foncier de l'État en faveur de l'aménagement et du logement, avec d'ailleurs des systèmes de décote par rapport à la valeur vénale, précisément dans cet objectif. Il reste effectivement ce que nous on appelle les grands comptes, donc vous avez cité la SNCF, on pourrait citer
cité en région parisienne la RATP, il y a aussi le foncier militaire, si je puis dire, l'ensemble de ces fonciers d'État qui ont vocation aussi à être mieux mobilisés pour être remis, si je puis dire, au pot commun du développement des territoires, en évitant du coup d'artificialiser les sols agricoles et naturels. On s'y emploie et la SNCF est en train justement de conventionner avec l'État central sur ce sujet-là. Après, il y a un dernier sujet qui a été dit, mais vous ne l'avez pas relevé dans votre conclusion, monsieur, c'est on ne nous aide pas assez. Et je pense qu'effectivement, sur ce sujet, on est tous d'accord pour dire que si aujourd'hui on continue à artificialiser, c'est aussi parce que c'est non seulement plus cher, mais aussi plus compliqué de reconstruire la ville sur la ville. C'est plus compliqué, il faut déconstruire, dépolluer, reconstruire dans des zones où il y a de la coactivité, et en plus sur un foncier qui, en général, est plus cher. Donc tout ça, effectivement, nécessite qu'on puisse accompagner au mieux, notamment les élus locaux, hein, qui ont la compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, à conduire cette politique, si je puis dire. Pour ce faire, il y a effectivement des acteurs essentiels qui sont les établissements publics fonciers, qui font, je pense, un travail remarquable sur le territoire en la matière, de mobilisation du foncier et de recyclage du foncier. Il y en a d'autres, hein, des agences d'urbanisme ont été représentées ce matin, les CAUE, et puis plus globalement, la Banque des territoires est aussi là pour ça. Je pense qu'il faut réussir à mettre à disposition des élus qui en ont besoin cette ingénierie des territoires qui peut-être a fait trop défaut ces dernières années. Avez-vous d'autres questions, réactions, témoignages, propositions, le cas échéant? Non? Peut-être oui. Simplement par rapport à la remarque de monsieur le maire de Longueuil-Sainte-Marie. Sur l'industrie, il faut savoir que l'industrie en matière d'occupation du sol et des sols est un cas particulier parmi les activités économiques. Il y a un député récemment a sorti un rapport, c'est le député Casbarian. Ça fait une semaine que le rapport est sorti justement pour faire état des contradictions et des lenteurs qu'il pouvait y avoir en matière de réglementation d'urbanisme et environnementale. Et il est en train de travailler pour faire en sorte qu'on facilite les choses aux industriels, puisque ce sont un peu les seules activités qui, elles, sont tellement contrariées qu'elles sont plus en diminution d'usage foncier qu'en expansion, en fait. Allez, Philippe Alpi, oui. pour conclure. Simplement, on le voit, on peut avoir les meilleures intentions du monde, un portage foncier assumé, un opérateur qui soit intéressé, qui vous produise un superbe projet. Ce qu'il regarde à la fin, c'est le coût rendu du produit. Et il faudrait qu'entre le coût rendu du produit et l'histoire du foncier qu'on a mis à disposition, il y a une compensation pour que la municipalité, la communauté de communes, l'agglo, puissent rendre attractif le produit rendu. Et là, il faut trouver une ingénierie qui permette, c'est cela la finalité. Parce que mis bout à bout, tous les acteurs sont là et on constate avec désarroi qu'il y a un chaînon manquant. Lequel ? C'est la carotte financière. On va parler de tout ça dans la table ronde suivante, justement. Merci à vous, Philippe Alpi, vice-président de l'Association nationale des EPFL et président de l'EPFL Doubs Bourgogne-Franche-Comté. Merci aussi à Nadège Chambon, la directrice du pôle aménagement du territoire de la CCI de l'Oise, à Emmanuel Yest, le président de la Fédération nationale des SAFER, et à Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur de l'aménagement durable à la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature.